Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Je vous écris de ma prison avec la ferme conviction qu'ensemble nous surmonterons n'importe quel mensonge et les libertés académiques jamais ne deviendront une notion abstraite. Ces mots sont ceux de Youri Dmitriev, historien russe arrêté et enfermé depuis 2016. Officiellement, il a été condamné pour violence sexuelle sur sa fille adoptive, mais de nombreuses ONG de défense des droits humains dénoncent une affaire fabriquée de toutes pièces. Il faut dire que les recherches de Dmitriev portaient sur la répression sous Staline, une page de l'histoire dont le Kremlin s'efforce de minimiser l'importance. Des chercheurs comme lui, emprisonnés ou privés de toute liberté académique, il en existe des milliers à travers le monde. L'association Scholars at Risk a ainsi recensé en 2022 391 attaques dans 65 pays différents contre des chercheurs. Et ces attaques ne se situent pas qu'en Russie, en Afghanistan ou en Turquie. Elles concernent aussi des pays européens et américains, car les menaces qui portent sur les chercheurs et chercheuses se diversifient. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizan. L'ULB a décidé de placer cette année 2023 sous le signe de la solidarité avec ses chercheurs et chercheuses en danger à travers le monde. On en discute ce soir avec nos trois invités. Alors déjà, bonsoir à toutes les trois. Bonsoir. Alors tout d'abord, Vanessa Franqueville, vous êtes professeure à l'ULB, coordinatrice de IST, le centre de recherche de l'ULB dédié à l'Asie de l'Est. Et Jian Sfer, vous êtes directrice de la Maison des sciences humaines de l'ULB, chercheuse, enseignante, spécialiste du monde arabe. Vous avez tous deux dirigé un ouvrage sur la liberté académique, enjeux et menaces, avec Aude Merlin et Pierre-Étienne Van Damme, publié aux éditions de l'ULB en 2021. Et enfin, en studio également, nous accueillons Irina Galkova. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes, historienne russe, membre de l'ONG Mémorial, qui a reçu le prix Nobel de la paix en 2022, suite au travail effectué depuis 3 décennies pour entretenir la mémoire sur les répressions soviétiques. Vous étudiez, les dessins des personnes qui sont passées par les goulags. On en parlera dans un instant. Mais j'ai d'abord envie de peut-être situer un peu le propos. On a parlé ici dans l'intro de liberté académique. Vanessa Franqueville, de quoi on parle en fait quand on parle de liberté académique ? Donc la liberté académique, c'est vraiment rassembler toutes les conditions pour que des chercheurs, des chercheuses puissent mener leurs recherches et les partager avec le public. Par public, on entend les étudiants ou le grand public, les acteurs politiques, etc. Donc c'est vraiment cette idée de pouvoir mener à bien une recherche sur des thématiques qui sont choisies par les chercheurs ou les chercheuses eux-mêmes et de pouvoir les diffuser au plus grand public. C'est vraiment, Jian Sfer, une valeur fondamentale pour tout chercheur, pour toute université, cette notion de liberté académique. Absolument. Par liberté académique, c'est la liberté intellectuelle, la liberté de penser, la liberté de transmettre, la liberté de savoir, et également la liberté de pouvoir le faire. C'est-à-dire, c'est pas uniquement dans les régimes autocratiques ou autoritaires ou qui empêchent les intellectuels d'exprimer leur vraie pensée, qui emprisonnent ou qui exilent. C'est aussi dans des pays où la contrainte économique peut être également perçue comme contraignante pour une certaine liberté académique. Où, par exemple, il faut faire des compromissions pour répondre aux exigences d'une économie, d'une université néolibérale qui va placer, par exemple, la production, qui va demander aux chercheurs, aux professeurs à produire plus parce que ou à produire certaines choses. Donc la liberté universitaire, elle est partout. Alors, on va parler de différents types de menaces. Alors, j'ai peut-être envie de démarrer avec les menaces qui paraissent peut-être les plus évidentes. C'est les menaces sur la vie, directement, où des régimes autoritaires qui menacent les chercheurs, menacent de représailles, d'emprisonnement, ou qui les tuent parfois. Vous, Vanessa Franqueville, vous êtes spécialisée notamment sur les pays d'Asie. Est-ce que la Chine, par exemple, peut être connue pour menacer ses chercheurs ?
La Chine est particulièrement connue pour entraver la liberté de l'ensemble de ses chercheurs. On le sait aujourd'hui à travers des témoignages qui se font de plus en plus nombreux. Malgré l'absence d'accès au terrain depuis 3 ans en raison du Covid notamment, nous connaissons aujourd'hui le cas des chercheurs ouïghours qui se retrouvent en camp de rééducation ou en prison sans aucune forme de procès ou avec des procès qui résultent en des charges totalement démesurées par rapport à la situation dont on les accuse. Aujourd'hui, on accueille de plus en plus de chercheurs et chercheuses chinois en Europe ou aux États-Unis qui viennent chercher des possibilités de continuer à mener leurs recherches. Ce qui est particulier avec la Chine peut-être, c'est la façon dont cette menace dépasse les frontières chinoises. Je prends des exemples très concrets qu'on a connus ici en Belgique. Lorsque une ambassade chinoise envoie des courriers à une université pour se plaindre de la publication d'articles de certains de ses chercheurs, cela constitue une forme d'intimidation qui peut être une menace lorsque l'université considère que cette publication ou cette production de recherche menace éventuellement des partenariats avec la Chine. Alors, je viens de faire autre pays où on sait que la vie de chercheur est très compliquée, c'est la Turquie. La Turquie où des chercheurs avaient notamment rédigé une pétition, alors c'était en 2016, donc une pétition qui réclamait la paix, la fin des massacres envers les Kurdes. Alors tous ceux qui ont signé cette pétition ont été soit poursuivis ou en tout cas ont été fortement menacés, certains emprisonnés, beaucoup ont dû fuir. Là aussi on est sur un cas très clair de menace. Absolument. C'est un cas qui est mentionné dans l'ouvrage, où le collectif justement a produit un texte qui explique ce qui s'est passé. Et en plus des intimidations, des emprisonnements, il y a eu aussi des démissions forcées, c'est-à-dire des licenciements, des professeurs qui ont perdu leur position, leur statut, qui se sont retrouvés du jour au lendemain sans rien, et avec parfois des assignations à résidence, et tout cela parce qu'ils étaient considérés comme étant sympathisants avec des terroristes, les Kurdes, qui sont toujours montrés du doigt comme étant une menace pour le pouvoir turc. Pour rester au Moyen-Orient, moi j'aimerais aussi bouger vers d'autres cas, et notamment le cas syrien ou libanais, avec la crise économique et la dévaluation de la livre libanaise, en tout cas, ou l'explosion du port le 4 août 2020. Tout cela a affecté très très fort les universités, et moi j'avais été faire une petite mission là-bas pour voir l'impact de l'explosion du 4 août sur les universités, et ils n'avaient plus les moyens pour se reconstruire, c'était l'effondrement de toutes les institutions, et ça aussi concrètement c'est une menace directe pour l'académie et pour l'université. Parce que oui, évidemment, en arrêtant de financer les universités, on coupe l'herbe sous le pied. Oui. Et puis beaucoup de professeurs ont vu leur salaire divisé par 4, par 5. J'ai envie du coup de me tourner vers vous, effectivement, Irina Galkova. Donc je le disais, vous êtes russe, historienne. Vous travaillez toujours pour cette ONG qui s'appelle Mémorial, qui a donc reçu le prix Nobel de la paix, co-lauréate du prix Nobel de la paix en 2022. Alors, est-ce que vous pourriez nous présenter Mémorial ? Quel est l'objectif de cette association ? C'est vrai que le Mémorial, ce n'est pas une seule organisation, c'est le réseau, c'est l'association. Et il y a plusieurs organisations en Russie. Il y en a encore quelques organisations en Europe. Mais ça a commencé au fin de temps soviétique. Et le premier but de Mémorial était de reconstruire la mémoire des répressions staliniennes, parce que le thème n'était pas discuté pendant des décennies, et il y avait déjà 2 générations qui n'en savaient pas grand-chose ou même ne savaient pas rien.
tout à coup, il y avait un autre but aussi. L'autre but, c'était d'éviter la répétition de ces crimes qui étaient faits par l'État. Deux directions de travail de Mémorial sont des recherches historiques et création des archives et des collections du musée. Mais il y a aussi une autre direction de défense des droits de l'homme. Et c'est assez paradoxal, parce qu'on l'a dit, donc, vous avez reçu le prix Nobel de la paix, mais en même temps, l'ONG, elle, a été dissoute en Russie, par la Russie. C'est-à-dire que vous êtes vu comme une menace par le pouvoir en place en Russie ? Ah oui, tout à fait. On a bien compris ça avec... quand la guerre en Ukraine a commencé, on a bien compris que la liquidation de deux organisations de Mémorial, c'était une sorte de préparation pour la guerre, parce que le travail de Centre de droits de l'homme, c'était vraiment lié à ces crimes. On s'occupait aux crimes comme ça, contre... Vous vous intéressiez déjà aux crimes qui se passaient ou ceux qui se passaient en Ukraine ? En Ukraine, oui. Vous dénonciez déjà ce qui se passait en Ukraine et les attaques russes en Ukraine ? Oui. Mais c'est pas la première guerre qui se passe si on parlait de l'espace post-soviétique. Et il y a beaucoup de traits qui ressemblent aux guerres tchétchènes, par exemple. Et bien sûr que les recherches du Centre de droits de l'homme paraissent être dangereux. Mais aussi notre recherche sur des répressions, ils n'étaient pas commodes aussi, parce que on voyait bien que pendant la dernière période en Russie, qu'on utilise l'histoire et surtout la mémoire historique comme une sorte d'arme. Et le regard vrai sur cette histoire-là, l'histoire du XXe siècle, bien sûr, ça empêche de l'utiliser, cette mémoire falsifiée. Alors vous, ça fait 2 mois que vous êtes en Belgique. Pour vous, c'était quoi ? C'était un peu la seule solution si vous vouliez continuer à travailler sur la mémoire pendant la période de Staline. Si vous vouliez travailler là-dessus, fuir, quitter le pays, c'était une des seules solutions ? Pour moi, c'est la solution qui me donne une chance de travailler, de continuer mon travail pour Mémorial, parce que nous, on avait plusieurs des projets qui étaient commencés avant la dissolution de Mémorial. Et maintenant, on ne peut pas prolonger ce travail à Moscou. Mais Mémorial était liquidé en sens juridique, mais des gens qui constituent en fait cette organisation, il existe toujours et notre travail existe toujours et nous, on veut le continuer. Et ça, c'est la chance de comment on peut le continuer. Il y a beaucoup de mes collègues qui sont maintenant dans des différents pays en Europe. Et on continue de travailler ensemble et aussi avec nos collègues qui sont encore en Russie, parce qu'il y a encore des organisations de Mémorial qui ne sont pas liquidées, qui existent encore en Russie, mais bien sûr, maintenant c'est très problématique pour eux de travailler publiquement, ouvertement. Et voilà pourquoi c'est nous qui peuvent encore le faire quand on est hors Russie. Alors, ça va être aussi l'occasion de porter la voix de ceux qui sont emprisonnés ou qui ne peuvent pas parler aujourd'hui. J'ai envie de faire du coup une petite parenthèse avec une expo qui va s'ouvrir à l'ULB à partir de la semaine prochaine, une exposition qui s'appelle « Poser pour la liberté ». Ce sont des portraits de scientifiques en exil ou de proches de scientifiques. C'est une exposition qui est née du dialogue entre le photographe Pierre-Jérôme Hadjedj et de la chercheuse Pascale Laboriel.
Laurier. On lui a demandé ce que représentait pour elle cette notion de refuge scientifique, du fait d'accueillir effectivement des scientifiques du monde entier. On va l'écouter. Oui, c'est très important. Alors, on essaye d'expliquer ça avec différentes temporalités dans l'exposition. D'abord, le premier temps de l'exposition, c'est 2 portraits sur l'histoire de l'exil. C'est-à-dire, on veut montrer aussi que c'est pas qu'il y a simplement la période 2015 et ce qu'on a appelé la crise de l'accueil avec la Syrie, qui a fait qu'on a accueilli des chercheurs, mais depuis tout le long XXe siècle, il y a une tradition d'accueil. D'ailleurs, la Belgique a été l'objet très tôt d'accueil, puisque avec le conflit avec l'Allemagne, c'est d'abord les collègues belges qui ont dû se réfugier à Paris à la Sorbonne ou en Angleterre, par exemple. Donc, et réciproquement, la Belgique accueille depuis très longtemps des chercheurs comme la France ou d'autres pays. Donc, ce n'est pas une nouveauté. Donc, on a essayé de faire une restitution au temps long. Ce qui nous semble intéressant, c'est que les chercheurs se trouvent dans des situations qui sont assez peu connues du grand public. Alors, tout d'abord, ils peuvent être les cibles particulières d'attaques de dictature, comme ça a été le cas en Turquie et comme ça a été le cas en Amérique latine. Là, en 1973, on va fêter en quelque sorte, malheureusement, la mémoire des 50 ans de la dictature en Uruguay et au Chili. Les universitaires, comme des artistes, des intellectuels, des syndicalistes, des militants politiques, ont été ciblés spécifiquement au moment de ces dictatures. Ou bien il peut y avoir aussi des moments de conflit, de guerre civile, etc., où un ensemble de populations est obligé de s'exiler, c'est le cas des Syriens, mais dans ce cadre-là, il peut y avoir des attaques spécifiques différentes pour des intellectuels ou des personnes du monde de l'art. Par exemple, à Bamiyan et à Palmyre, on a eu des attaques contre des sites archéologiques. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, en août 2015, on a vu un archéologue se faire décapiter avec une vidéo qui a tourné sur les réseaux. Donc là, il y a quelque chose de plus qui est une attaque sur la mémoire, le fonds patrimonial. Et est-ce que le fait de poser pour ces chercheurs ou ces proches parfois de chercheurs, c'est aussi c'est aussi de donner une voix à ceux dont la voix est muselée, à ceux qui ne peuvent pas s'exprimer dans leur pays? Et donc, c'est le sujet même de l'exposition. Quel sens ça a? On leur a demandé quel sens ça a pour vous de poser. Et voilà, c'est ce qu'ils disent. C'est-à-dire qu'en fait, ils veulent être la voix de ce qui s'est passé et faire connaître aussi le sort de leurs collègues. Alors, il y a un très beau portrait dans l'exposition. Vous pourrez le voir. Justement, c'est celui d'un chercheur qui ne voulait pas être reconnu. Et donc, il a fait comme d'autres chercheurs, à savoir que on a proposé de brouiller les images aussi s'il fallait, hein, mais il a mis son bras devant le visage, devant ses yeux. Et en fait, à la dernière minute, il l'a enlevé. Et ça donne un moment très émouvant dans la photo. En fait, il s'est dit, mais finalement, tout le monde me connaît, tout le monde, je suis ici, finalement... En fait, à quoi ça sert de me cacher? Puis surtout, moi, je suis en France, alors que d'autres sont là, se battent encore dans mon pays. Et qu'est-ce que je fais, moi, à me cacher comme ça? Donc, il a enlevé ce moment de protection. Et d'une certaine manière, on a à la fois le bras qui était une protection et qui apparaît presque comme une défense, en fait, comme quelque chose d'actif. Et donc, il y a un moment entre la peur et je me protège et j'agis, quoi. Je combats, etc. Et donc, en fait, quand vous voyez ce chercheur dans la vie de tous les jours, vous n'allez pas du tout le reconnaître parce qu'il n'est pas du tout dans ce type de position. C'est quelqu'un qui rit beaucoup, etc. Donc, il ne ressemble pas du tout à ce portrait. Mais ce moment de ce portrait, ça dit exactement son histoire, c'est-à-dire pourquoi je suis là et pourquoi je témoigne. Alors, Vanessa Franqueville, c'est vous qui portez ce projet de l'ULB, de mettre en avant des paroles de chercheurs, des paroles menacées des chercheurs et chercheuses en danger, avec notamment cette exposition posée pour la liberté. C'était important pour vous, pour l'ULB, de montrer qu'on est solidaire par rapport à ces chercheurs un peu partout dans le monde ? Oui, et je pense que c'est une solidarité qui doit passer par la création d'espaces pour que ces chercheurs et ces chercheuses s'expriment.
que ce soit par la photographie, par les textes ou par des interventions. Ce qui me semblait vraiment essentiel, c'était que ces paroles puissent être portées dans les conditions qu'on connaît. Elles peuvent parfois l'être, comme l'a dit Pascal, par les chercheurs eux-mêmes, mais la plupart du temps, elles doivent l'être par des intermédiaires pour des questions de sécurité ou tout simplement parce que les personnes ne sont pas accessibles et n'ont pas accès à l'extérieur pour s'exprimer. Donc ça me semblait vraiment important, comme prise de position, d'exprimer la solidarité en appelant les chercheurs eux-mêmes à dire ce qu'ils ont envie qu'on entende. Nous avons d'ailleurs un autre événement qui sera très important au Théâtre National Wallonie-Bruxelles le 18 mars. C'est un samedi à 14h où des étudiants du Conservatoire de Bruxelles et de l'ULB en art du spectacle ont travaillé ensemble sur des textes de chercheurs et de chercheuses en danger, en prison ou en exil, qui, à travers les mots, partagent les sentiments intérieurs, parfois contradictoires, qui les traversent. Et donc ces étudiants ont pris en main les textes pour pouvoir partager ces paroles, parfois en rencontrant les chercheurs et les chercheuses qui les ont écrits quand c'était possible, ou en faisant un travail de recherche pour comprendre les situations qui y sont exprimées. Gilliane Sfer, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des programmes de solidarité qui sont mis en place. Alors l'ULB, effectivement, au moment de on va dire la crise de l'accueil et de cette arrivée de Syriens, a créé des programmes pour essayer de soutenir certains chercheurs. Est-ce que c'est une richesse aussi pour la recherche d'avoir des personnes qui viennent d'un peu partout dans le monde ? Oui, absolument. Il y a eu des programmes d'accueil un peu partout. D'ailleurs, Pascal est également responsable, Pascal Laborier, du programme Pause à Paris avec le Collège de France. Et il y a l'exil, en fait, pour les chercheurs qui sont en danger, peut être un échappatoire, peut être une richesse et peut également nourrir la pensée, la réflexion dans le pays d'accueil. C'est-à-dire tous ces chercheurs menacés, tous ces chercheurs en danger, tous ces chercheurs qui ont été muselés, qu'on a empêchés de travailler comme Irina sur la mémoire et l'accumulation d'archives autour des crimes de Staline. Et tous ces chercheurs viennent avec du matériel, viennent avec leur science et nous apportent un regard nouveau, un regard de l'intérieur et contribuent à rendre le savoir ici beaucoup plus excellent, beaucoup plus, j'aime pas utiliser excellent, mais mieux informé et c'est effectivement une richesse. Et en même temps, on sait que c'est pas simple pour eux parce que là, on voit, Pascal Laborier m'en parlait dans l'interview, mais on sait qu'il y a aussi des étudiants, des chercheurs qui arrivent et qui, tout le monde n'entre pas dans ces programmes. Certains doivent reprendre leurs études depuis le début. Ça reste quand même très compliqué d'être reconnu dans ce monde de la recherche, qui est aussi un monde où il n'y a pas beaucoup de place. Oui, et c'est surtout des 1 an, 2 ans. Donc, ils font généralement, quand ils partent de leur pays, ils font des sauts de puce entre la France, la Belgique, l'Allemagne, l'Angleterre. 1 an ici, 1 an là. Et puis, souvent, ils sont accompagnés par leur famille, par leur mari ou enfants et femmes. Et ça, c'est très difficile de se reconstruire dans l'exil. À l'exception de quelques-uns qui ont pu s'établir, obtenir la naturalisation, devenir citoyens européens là où ils sont. Il y en a beaucoup qui se retrouvent dans ce no man's land. À la fois, on est accueilli, mais on sait qu'on va être accueilli pour une courte période. Et donc, le décompte commence dès qu'ils arrivent sur le sol belge ou sur le sol français ou sur le sol allemand, en se disant à la fin de l'année, il faut que je trouve une autre solution. Et donc, ça peut entraver également parfois la collaboration ou la réalisation d'un projet scientifique. Mais si on arrive à trouver une insertion beaucoup plus longue et beaucoup plus solide du chercheur qu'on accueille, c'est certain que c'est une richesse pour lui, une richesse pour nous.
Vanessa Frankville, on a beaucoup parlé là depuis le début de menaces effectivement sur la vie, de menaces de dictature, etc. Mais effectivement, les menaces, elles se diversifient aussi. En Europe, on sait qu'en Hongrie, en Italie aussi, il y a des cas de menaces, alors de façon un peu différente, mais des menaces sur la liberté académique. Tout à fait, c'est ce qui nous avait amené à produire cet ouvrage que vous avez mentionné tout à l'heure. C'est un constat empirique sur nos terrains, mais aussi dans nos disciplines, sur des terrains qui ne sont pas censés être des terrains difficiles. D'une multiplication des obstacles de nature très très variée, ça a été évoqué tout à l'heure, les obstacles liés à la recherche d'excellence pour rentrer dans les rankings universitaires internationaux, liés à des contraintes économiques ou à des volontés de focaliser sur des recherches très spécifiques liées par exemple à l'industrie. Et ce sont des menaces que nous n'avons pas voulu ignorer, évidemment. Une autre menace très importante, c'est celle qui est liée au genre, par exemple. Donc, nous avons un chapitre qui est consacré à cette problématique, notamment sur les terrains polonais, par exemple. Et donc, c'est aussi cette idée de solidarité ne doit pas s'appliquer uniquement à des pays hors Europe, mais doit aussi nous faire prendre conscience des limites dans lesquelles nous-mêmes nous travaillons. Et nous ne devons pas considérer la liberté académique comme un acquis, mais comme tous les droits, comme quelque chose pour lequel il faut constamment être vigilant et se battre quand nécessaire, et si possible en réseau, et donc en solidarité avec les collègues du monde entier. Irina, vous qui aujourd'hui êtes ici en Belgique, pour vous c'est important de témoigner pour justement vos collègues qui sont restés en Russie, de porter leur voix? Oui, bien sûr que ça c'est très important. Oui, c'est vrai que je citais en introduction les mots de Yuri Dmitriev, donc historien qui travaille avec vous dans Mémorial. On sait que lui, il est emprisonné. Comment va-t-il? Comment survit-il à ça? Bon, le cas de Yuri Dmitriev, c'est peut-être le plus horrible cas si on parlait de répression contre les chercheurs en Russie. Et c'est surtout parce que ce ne sont pas seulement ces recherches qui étaient regardées comme une menace, mais aussi son activité autour des lieux de mémoire. Parce que la mémoire, c'est une chose active. Des discussions qui étaient dans ce lieu de mémoire étaient regardées comme quelque chose de très dangereux. Et voilà pourquoi il était arrêté. C'était bien avant la guerre, mais le conflit à l'est de l'Ukraine est déjà commencé. Depuis longtemps, évidemment. Oui, et il a dit son point de vue à ce conflit très directement, et ça aussi était très mal pris par les autorités de la République. Et maintenant, il est à colonie pénale à mort de vie. Et en fait, cette colonie-là, c'est l'héritier des camps de Goulag. Et ça existe déjà pendant plusieurs décennies. Et Yuri Dmitriev, il est toujours l'historien. Et il a commencé d'étudier l'histoire de cette colonie-là en étant à l'intérieur de cette colonie. Ouais, donc on ne lui a pas retiré sa liberté de penser et son travail d'historien en tout cas. Ah oui, c'est il ça. essaye de le continuer malgré les conditions de vie. Ah oui, c'est ça. C'est important pour lui de rester active comme historien, même en colonie pénale. Merci beaucoup en tout cas Irina pour votre témoignage et merci donc à Vanessa Frankville et à Jens Fer pour votre éclairage sur ce sujet. Je rappelle donc votre ouvrage Liberté académique, enjeux et menaces que vous avez dirigé avec Aude Merlin et Pierre-Étienne Van Damme, publié aux éditions de l'ULB en 2021. Et évidemment donc cette exposition qui sera à voir à partir de la semaine prochaine, Posée pour la liberté, suivie de toute une série d'autres événements. Vous avez parlé du 18 mars, mais tout peut se trouver sur le site de l'ULB, donc l'occasion vraiment de donner la parole et de porter la voix de ces chercheurs et chercheuses menacés à travers le monde. Merci beaucoup à toutes les trois. Merci à vous de nous avoir suivis et une bonne soirée à tous. Merci. Merci.